Chers téléspectateurs, merci de vous joindre à nous pour sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre rendez-vous de débat et d'analyse de l'actualité géoéconomique mondiale. Actualité au pluriel ce soir car nous allons revenir sur les principaux faits économiques de la semaine, à commencer par la thématique principale du soir, la Chine et le Brésil qui ne veulent plus tout simplement commercer en dollars. Avant de parler des banques françaises prises la main dans le sac pour fraude aux dividendes, ou encore la Grande-Bretagne qui échappe de peu à la récession 2022. Tous ces sujets et bien d'autres, nous en parlons dans Eco Hebdo juste après ça. Alors pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Nazim Sini, notre expert maison et enseignant à l'université Aix-Marseille 1. Bonsoir Nazim. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et pour vous donner le change ce soir, Nazim Sini, j'aurai également le plaisir d'accueillir notre deuxième expert maison, Abdelrahman Mebtoul. Vous êtes expert économique international. Bonsoir, professeur. Je vous remercie de l'invitation. Alors, juste avant de lancer le débat, je vous propose de suivre ce sujet sur l'hégémonie mondiale du dollar, de plus en plus contestée, remise en question dans le commerce international. L'hégémonie du dollar sur l'économie mondiale serait-elle une nouvelle fois en danger? Le moins que l'on puisse affirmer, c'est que le billet vert a moins la cote dans les échanges commerciaux internationaux. Il vacille depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Indonésie, Chine ou encore Russie, la liste des pays voulant s'émanciper du dollar dans leurs échanges commerciaux s'allonge. Le mouvement de la dédollarisation est engagé. Et pour cause, selon le chiffre du Fonds monétaire international, le dollar représentait à la fin de 2021 près de 59% des réserves mondiales de change. Si elle reste majoritaire, la part de la monnaie américaine se réduit tendanciellement depuis 1999. Elle représentait alors 71% des réserves de change mondiales. Mais d'où est-ce que le dollar détient-il cette légitimité? Celle d'être la monnaie mondiale par excellence. Le dollar puise sa puissance de la puissance de l'économie américaine tout simplement. À compter du troisième trimestre de 2018, il représente près de 62% de toutes les réserves de change connues des banques centrales. En 2019, environ 580 milliards de dollars américains en billets de banque ont été utilisés à l'extérieur du pays. Cela représente 65% de tous les dollars et 35% des billets en dollars sont aux États-Unis. Autre paramètre qui aide le billet vert à asseoir son hégémonie dans le monde, le montant de la dette publique mondiale libellée en dollars. Elle représentait à la même période 40% du total. À ne pas oublier le rôle des banques. Les institutions financières sont connues pour être dollarivores. Les banques non américaines avaient des engagements internationaux de 27 000 milliards libellés en dollars dans diverses devises. Sur cette somme, 18 000 milliards de dollars étaient en dollars américains. En 2017, les banques du Japon, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni détenaient davantage d'engagements libellés en dollars que dans leur propre monnaie. Mais tous ces arguments économiques ne plaident plus en la faveur de la monnaie américaine, annihilant toute chance de voir de modèles d'économie alternative autres que le système prôné par Washington voir le jour et offrant à la Réserve fédérale américaine et à sa politique monétaire les pleins pouvoirs sur la gestion des affaires financières de la planète. D'autres désagréments sont également à signaler, dont l'usage opportuniste de l'extraterritorialité du droit américain sur des personnes physiques ou morales de pays tierces. En 2011, les pays des BRICS avaient ouvertement affiché leur volonté de se détourner du dollar dans les transactions économiques quotidiennes. Plus récemment, la Chine et l'Arabie saoudite travaillent sur des contrats pétroliers libellés en devises chinoises. Le yuan substituerait au roi dollar dans les échanges entre Pékin et Riyad. Toujours au sein des BRICS, la Chine et le Brésil ont annoncé mercredi vouloir dire stop au privilège du dollar dans le commerce international. Dorénavant, les échanges commerciaux entre les deux pays seraient effectués dans leur propre monnaie. Le débat d'Eco Hebdo, Nazim Sini, la Chine et le Brésil qui veulent désormais libeller leurs échanges internationaux en dollars, c'est dans une autre monnaie autre que le dollar, c'est une information justement qui n'a pas fait grand bruit dans les médias occidentaux cette semaine, mais qui conditionnera vraisemblablement l'avenir du commerce international.
Oui, tout à fait. Vous faites bien de rappeler que cette information a été passée sous silence dans la plupart des médias occidentaux, mais je peux vous dire qu'elle a sonné comme un coup de tonnerre dans la plupart des sphères économiques et politiques internationales. Pourquoi? Parce que cette annonce crée un précédent qui n'a jamais été vu dans l'histoire économique contemporaine. Vous imaginez deux puissances économiques telles que le Brésil et la Chine qui décident de s'émanciper d'une monnaie de référence qui est le dollar. Et surtout, il faudrait compléter, c'est que, vous savez, les banques brésiliennes vont aussi signer un accord pour adhérer au système du CIPS, qui est en fait CIPS, qui est le concurrent directement au SWIFT. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de l'ensemble des pays dits émergents de se débarrasser totalement du dollar pour effacer quelque part, si vous voulez, le coût du taux de change. Donc aujourd'hui, ces deux pays-là vont pouvoir commercer dans leur monnaie locale, ce qui va permettre de renforcer leur compétitivité, mais aussi de remettre en cause l'hégémonie du dollar, puisque c'est vrai, quand on y réfléchit de plus près, on ne comprend pas pourquoi un pays peut s'arroger le droit d'imposer sa monnaie et surtout d'y avoir tous les privilèges qui vont avec. Donc aujourd'hui, il y a une véritable remise en question et surtout une volonté de se débarrasser entièrement du dollar. Et vous allez voir que cette annonce va être suivie dans quelques mois ou dans quelques semaines par d'autres pays qui vont faire également des annonces. Très bien, Nazim Sini. Justement, Abdelrahman Mebtoul, est-ce que les États-Unis doivent réellement craindre pour l'hégémonie du billet vert, selon vous? Bon, vous savez que si on prend le début de l'année 2021, dans le paiement mondiaux s'élevait à 38% pour l'euro, égal avec celui du dollar. Donc les deux faisaient à peu près 80%. La part de l'euro dans les réserves de change était d'environ 20%, tandis que le dollar, c'est 60%. Les données du FMI fin 2022 donnent quand même que 40% du commerce mondial était toujours libellé en dollars. C'est vrai que la part du dollar a régressé parce qu'il y a à peu près 7-8 ans, elle représentait à peu près 80% des transactions internationales, mais le dollar reste une monnaie toujours dominante, comme l'a dit votre reportage au début, du fait de la puissance économique de l'économie américaine, qui reste toujours la première puissance économique mondiale, suivie bien entendu de la Chine, mais rapportée aux populations, 320 millions d'habitants pour les USA et 1,4 milliard d'habitants pour la Chine. Ce qui risque effectivement à l'avenir d'avoir un impact sur les relations économiques internationales, c'est la prochaine réunion en été prochain du BRIC. Vous savez que le BRIC réunion prévue en Afrique du Sud, représente quand même 25 000 milliards de dollars pour 2022, soit un quart du PIB mondial. Et effectivement, si on introduit les différents pays qui veulent rentrer, dont l'Algérie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émiratis, l'Iran, l'Égypte, le Nigeria, on aurait un PIB additionnel de 6 200 milliards de dollars, ce qui donnerait à peu près, on passerait de 25% du PIB mondial à 30% du PIB mondial. Et effectivement, quand même, il faut pas pour l'instant se leurrer. Moi, je vous donne le chiffre de janvier 2021. C'est que le yuan chinois représentait que 1,7% des transactions commerciales. Donc, il faut voir ça en dynamique, horizon 2023-2030, où avec le poids du BRIC, vous savez que dans le BRIC, la Chine représente 72% du PIB. C'est avec plus de 18 000 milliards de dollars sur les 25 000. C'est le leader. Et toute cette reconfiguration avec les 8 pays qui risquent de rentrer en été prochain, ça risque effectivement d'avoir un contrepoids à la fois dans les relations politiques, sécuritaires internationales et économiques internationales. Donc attendons de voir, mais on s'oriente vers un monde effectivement multipolaire. La tendance semble irréversible
Et là sera un impact effectivement sur les transactions des monnaies. Je ne sais pas si dans votre mission, on pourrait effectivement parler de la nomination de l'ancienne présidente du Brésil qui vient d'être nommée à la tête de la Rousseff, banque oui. de développement du BRIC, qui effectivement a un impact sur la question que vous avez soulevée. Très bien, Abdrahman Mebtoul, merci. Alors, Nazim Sini, la fiction économique n'étant pas proscrite dans Eco-Hebdo, est-ce qu'on peut imaginer quelles seraient justement les conséquences d'une telle mesure si elle venait à s'élargir à tous les pays membres des BRICS, comme le professeur Mebtoul vient de le souligner, par exemple, et est-ce qu'une autre monnaie pourrait faire ses choux gras sur le dos du dollar américain tout simplement ? Écoutez, moi, alors, à court terme, non, parce que vous savez, pour créer une monnaie, il faudrait que vous ayez quand même des critères de convergence entre les économies qui utiliseraient cette monnaie. À court terme, ce n'est pas encore Alors, envisageable. j'entends par là une monnaie qui existerait déjà, hein, par exemple l'euro. Par exemple, voilà. Mais même l'euro, j'allais vous dire, et en fait, il n'y a pas qu'un rejet du dollar, il y a un rejet du bloc occidental. Ouais. Et ce dont on est en train de parler, les accords entre le Brésil et la Chine, j'ai l'impression que c'est surtout un message politique pour dire qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau bloc de pays qui est plus vigoureux, dont la démographie est plus vigoureuse, dont l'économie est plus prospère, dont le potentiel économique est plus avéré. Et en face, vous avez un bloc occidental avec une population vieillissante, une démocratie qui vacille, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France, et aussi avec une fragilité économique et un système financier qui finalement n'est pas du tout stable. Et c'est pour ça que moi, je crois profondément à ce que d'autres alternatives, d'autres monnaies peuvent être créées, ou même des monnaies virtuelles, ou les crypto peuvent prendre le relais. Je vais vous donner juste un exemple concret. Vous savez que le Brésil, depuis l'accession du président Lula, avait voulu relancer le chantier d'une monnaie unique dans l'espace du Mercosur. Et il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Argentine, qui est le deuxième plus grand pays. L'Amero, en l'occurrence, cette monnaie, ça ne serait pas l'Amero, le fameux Amero. Tout à fait, exactement. C'est un projet très ancien, mais qui ne peut pas être remis au goût du jour, puisque vous avez l'Argentine qui souffre d'une hyperinflation et d'une économie qui est assez dégradée. Et d'un endettement extérieur très important. Extérieur explosif, sans parler du Venezuela également, qui se remet difficilement de ces années de disette. Donc, créer une nouvelle monnaie dans une zone économique est très difficile. Utiliser une autre monnaie, je n'y crois pas tellement, puisque vous savez que même les banques chinoises et également les banques brésiliennes sont en train de se débarrasser de leurs réserves de change en euros et en dollars pour les reconstituer en or. Oui. Donc c'est pour vous dire, vraiment, il y a un rejet massif, j'allais vous dire presque idéologique, presque philosophique de tout ce qui provient de l'Occident, puisque en fait, il y a maintenant, j'allais vous dire, l'ensemble des BRICS, en quoi ils ne sont plus un club, à mon sens, ils deviennent une véritable alliance, puisqu'ils se considèrent comme anticonformistes, anti-impérialistes et anticapitaliste. J'entends bien anticapitaliste, c'est-à-dire le fameux capitalisme à l'américaine. Oui, donc, bien entendu. Voilà, le fameux libéralisme sauvage qui creuse les inégalités et qui n'est pas là pour le bien des populations. C'est pour ça que j'allais vous dire, effectivement, nous sommes en train d'assister à une véritable bascule des rapports de force économiques et politiques, et on est en train de le vivre maintenant, sous nos yeux. C'est pour ça que c'est très important, c'est un moment d'histoire qui est en train de s'écrire, et nous en sommes qu'au début. Très bien, Nazim Sini. Dernière question pour ce sujet, Abdrahman Mebtoul, rapidement si vous le voulez bien. Alors le mouvement justement de la dédollarisation progresse dans le monde. L'Arabie Saoudite et la Chine, on vient de le voir dans le sujet signé Imen Merad, vient également d'annoncer qu'ils veulent libeller leurs échanges en matière d'hydrocarbures dans une autre monnaie, en l'occurrence le yuan chinois. Est-ce que ce serait un véritable coup de tonnerre pour le secteur énergétique, Abdrahman Mebtoul ? Bon, vous savez que le secteur énergétique, pour l'instant, il faut distinguer le court, le moyen et le long terme. Hein. Pour le court terme, actuellement, 80% des transactions du pétrole et des hydrocarbures se font en dollars. Hein. Oui. C'est une monnaie de référence. Bon, maintenant, depuis les tensions en Ukraine, et surtout le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a une nouvelle donne. Bon, la Russie, vous savez, demande, du fait des sanctions, à ce que ces exportations se fassent en roubles. Oui. Bon, les transactions, effectivement, mais tout dépendra, moi je pense, qu'il faut s'appesantir sur le rôle de la future banque
au niveau des BRICS. Elles ont joué un rôle très 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 important. Parce que la banque, effectivement, qui a été décidée de créer, elle a trois fonctions. C'est de mieux utiliser leurs devises étrangères afin de réduire le risque d'inflation et de rétrécissement de leurs réserves de devises étrangères et de mieux servir leur économie réelle. Le deuxième aspect, c'est les bénéfices que la Banque de développement pourrait tirer de l'investissement dans les économies réelles et dépasserait largement ce que les banques centrales pourraient tirer de l'achat en bons de trésor des pays développés. Et enfin, le troisième impact très important sur le système monétaire international nouveau, c'est que la nouvelle Banque de développement ferait la promotion de l'usage des monnaies nationales des pays membres, ce qui pourrait promouvoir le commerce intérieur et l'investissement réciproque de ces pays, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du dollar. Très bien. Donc voilà un peu, donc il faut s'appesantir quelle sera, puisqu'avec la dernière nomination qui est importante, sous la proposition du président brésilien Lula, la nomination de l'ancienne présidente du Brésil. Et effectivement, la réunion qui aura lieu en Afrique du Sud devrait effectivement s'appesantir sur la stratégie de cette future banque qui remettrait peut-être en cause à l'avenir le système actuel monétaire international. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le dollar est là. Moi, je peux vous donner des données très chiffrées. Le montant des bons de trésor de la Chine, du Brésil, qui est pas mal en bons de trésor américains. Donc, actuellement, le dollar reste la monnaie encore de référence suivie de l'euro. Très bien, le dollar alors pas si menacé que ça sur le terrain de la réalité économique. Ce sera la conclusion de ce premier thème débattu avec vous, messieurs les experts. Passons à présent à l'autre sujet du soir dont Eco Hebdo. Il s'agit d'une autre affaire qui frappe la sphère de la finance. Encore une fois, 5 banques françaises épinglées cette semaine pour fraude aux dividendes. Nazim Sini, de quoi s'agit-il au juste et quelles ont été les premières conséquences sur les marchés financiers alors qu'ils traversent une période d'incertitude depuis quelques semaines, faut-il encore le rappeler? Tout à fait. En fait, pour tout vous dire, cette affaire a éclaté la semaine dernière. Mais bon, d'abord, il faut rappeler, c'est important, que c'est une enquête franco-allemande qui a été diligentée par la partie française avec l'appui du PNF, qui est le Parquet national financier, qui est la branche financière du tribunal en France. Et en fait, on s'est aperçu, donc c'est des 5 banques françaises qui ont été perquisitionnées cette semaine et elles sont soupçonnées d'avoir aidé des clients étrangers à s'être soustraits à l'impôt qu'elles devaient verser sur la perception de dividendes. Donc, vous imaginez, c'est-à-dire que là, ça vous montre la cupidité de certaines banques françaises et surtout l'absence de déontologie. C'est-à-dire que là, elles sont non seulement complices, mais aussi elles ont mis en place une sorte de système. Alors, juste pour schématiser, Nazim Sini, donc ces banques françaises ont permis à des investisseurs ou à des entreprises donc de racheter ou plutôt des actifs afin de leur permettre de les récupérer en leur permettant dans le même temps de se soustraire à l'impôt qui aurait dû être payé. C'est bien cela? Exactement, tout à fait. Et même au-delà de ça, en fait, si vous voulez, vous avez des investisseurs étrangers qui ont investi, qui ont des portefeuilles d'actions, qui ont récupéré, donc elles ont investi dans des entreprises du CAC 40, qui ont pignon sur rue, de très grandes entreprises françaises. Et lors de la perception de leurs dividendes, lorsqu'il y a des bénéfices qui ont été générés, au lieu de payer un impôt qui serait retenu à la source, lors de la perception de ces dividendes, en fait, avec l'appui des banques, elles n'ont pas payé d'impôts. Donc, elles ont perçu 100% de leurs dividendes sans payer leur part de la fiscalité qui était due à l'État français. Et en fait, ce qui est compliqué dans cette affaire et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que le système financier d'abord est remis en cause pour sa cupidité, son absence de déontologie, et aussi, vous savez qu'en Europe particulièrement, vous avez des normes prudentielles extrêmement sévères, donc avec les normes de Bâle 3, vous avez aussi l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui veille au grain en France. Et malgré ça, vous avez des banques qui ont réussi non seulement à institutionnaliser la fraude fiscale, mais aussi à créer des schémas presque industriels d'évasion fiscale. Pour contourner tous les types de pare-feu que vous pouvez mettre sur leur chemin, tout simplement. Exactement. Ce qui montre, en fait, j'allais vous dire, l'extrême cupidité des banques françaises. Et cela va davantage écorner
incarner leur image qui n'était pas déjà réluisante auprès du grand public, mais aussi des autorités. Très bien, Nazim Sini. Professeur Mebtoul, alors ces prises de risque, je pense qu'on peut les qualifier de prises de risque, ces dérives bancaires et financières qui s'accélèrent. Nous l'avons dit ici même sur ce plateau, l'on est loin du scénario de 2008 où l'on est loin de le penser. Mais comment expliquer cette trajectoire illisible prise par le secteur bancaire durant ces dernières semaines ? Bon, on assiste récemment à des scandales financiers après les faillites des banques américaines, mais on est loin du scénario de 2008 où la banque Morgan restons réalistes, oui. pesait 650 milliards de dollars et rayonnait à travers le monde. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu des mécanismes de régulation. Concernant votre question, bon, d'après les dernières données du scandale qui a touché effectivement plusieurs banques, la Société Générale, PNB Paribas, Citis, HSBC et Exane, et une filiale de la BNP Paribas. Comme l'a dit votre professeur, c'est une enquête effectivement qui a été menée en relation avec les Allemands, qui a mobilisé pas moins de 150 enquêteurs du service d'enquête judiciaire des finances, 16 magistrats français et 6 procureurs allemands qui ont travaillé sur ce dossier, et les pertes sont estimées, d'après les premières estimations, à plus de 150 milliards d'euros, oui. dont 30 milliards pour la France. Oui, pour la France. 30 milliards bon, cela est lié à la technique du COMCOM. Hein. Vous savez que la technique du COMCOM, c'est un actionnaire étranger d'une société cotée, par exemple en France, oui. qui transfère temporairement les jours précédents et les suivants les titres qu'il détient à un établissement bancaire dont le but d'éluder les paiements de la retenue de la source appliquée sur le paiement des dividendes. Très exactement. Et donc l'évasion fiscale. Hein. Oui. Donc c'est un scandale qui est relativement important. Mais la vigilance effectivement du parquet national financier PNF permettrait peut-être de circonscrire, mais tout ça renvoie à la refonte urgente du système monétaire international et des distorsions entre la sphère réelle et la sphère financière. Et effectivement, c'est contre cela que veut lutter la mise en place de la Banque de développement des BRICS. Très bien, professeur Mebtoul, nous avons tout juste le temps d'ouvrir le dossier de la Grande-Bretagne qui échappe de peu à la récession 2022, nous le disions tantôt. La croissance britannique a été nulle au 4e trimestre de 2022 après un 3e trimestre marqué par une contraction de 0,3%. Nazim Sini, qu'en sera-t-il en 2023 ? Les observateurs estiment à l'unanimité que l'économie britannique reste malgré tout très fragilisée. Tout à fait, elle reste fragilisée, mais vous savez, pour moi, le plus grand drame des Britanniques, ça a été le Brexit. En fait, au-delà du Covid, au-delà de la guerre en Ukraine, etc., la plus grande catastrophe économique pour les Britanniques, avec l'érosion de leur pouvoir d'achat, le recul de leur industrie, la hausse du chômage, c'est le Brexit. Donc aujourd'hui, l'économie anglaise se rend compte qu'elle ne peut pas se passer de l'Union européenne, ou du moins en ne bénéficiant plus des avantages qu'elle avait au sein de l'UE, elle s'est fragilisée toute seule. Oui. Et si vous voulez, la promesse de campagne qui avait été faite à l'époque par les Brexiteurs n'est pas au rendez-vous. Donc 2023 va être une année un peu charnière pour l'économie britannique. Effectivement, on est sur une inflation qui a 2 chiffres. On a assisté, vous l'avez vu. 10%, oui. Tout à fait. Vous avez constaté également qu'il y a des mouvements de grève inédits en Grande-Bretagne, ce qui n'est pas dans la mentalité ni dans la philosophie des Anglais de faire des grèves à répétition. Mais là, il y a une vraie casse sociale qui est en train de s'opérer en Angleterre. Il y a aussi un sous-investissement latent dans les infrastructures. Il n'y a qu'à voir la qualité des rails, du train, etc. Et puis aussi, l'économie anglaise n'a plus cette capacité d'absorption du chômage. Très bien. Voilà, donc je pense que 2023, il faudra la surveiller de très près. Très bien, Nazim Sini. Je n'aurai malheureusement pas le temps de revenir vers vous, professeur Mebtoul, car l'on me fait à l'oreillette signe que le temps d'Eco Hebdo est écoulé. Merci, madame, monsieur, de nous avoir prêté attention et à la semaine prochaine.